Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. Dans ce 12-45, des Parisiens qui fuient la capitale pour éviter le confinement qui commence. Un tiers des Français sont à nouveau confinés pour freiner la troisième vague du virus. Une pandémie qui, par rapport à d'autres pays, a moins pesé sur notre morale, puisque la Suisse est le troisième pays le plus heureux du monde, selon un classement réalisé sous l'égide des Nations Unies. Et puis en fin de journal, Delémont et sa zone 30 qui crée des tensions. Elle est située sur un tronçon que des ambulanciers en intervention doivent emprunter. Compliqué alors de respecter la vitesse. En France, donc, un tiers de la population s'est réveillée ce matin sous un nouveau confinement. 16 départements sont concernés. La région parisienne n'y échappe pas. Nombreux sont ceux qui ont tenté de quitter la capitale avant qu'elle se referme. Tamara Munkanovic. Au premier jour de ce confinement version allégée, ils sont sortis prendre l'air. Des Parisiens et Parisiennes venus courir sur les quais de Seine, car contrairement aux deux premiers confinements, la population peut sortir à l'extérieur sans aucune limitation de durée, mais dans un rayon limité à 10 km. Je constate qu'on a tiré quand même quelques enseignements, le fait que dehors on se contamine moins qu'à l'intérieur et que donc il y ait une liberté de déplacement plus grande, c'est un point très important et très positif. Cela n'a pas empêché certains habitants de fuir la capitale quelques heures avant le début des nouvelles mesures. 20% de trafic supplémentaire a été enregistré sur les routes et 20% de surréservation dans les trains. L'objectif des voyageurs, se rendre dans une région de France qui n'est pas confinée. Où est-ce que vous allez? À Toulouse. Je vais sur le bassin d'Arcachon, à côté de Bordeaux. Je retourne à Pornic. Vous quittez Paris, c'est le bon moment? Je crois. Dans les 16 départements concernés, les rayons des supermarchés et les commerces jugés non essentiels ont dû refermer. Mais ici aussi, les mesures sont plus souples que par le passé. On sera ouvert, monsieur, on sera ouvert le mardi, il n'y a pas de problème. Les salons de coiffure, les libraires, les fleuristes ont pu rester ouverts. Une saison 3 du confinement appelée à durer 4 semaines et qui pourrait être étendue à d'autres régions du pays selon l'évolution de l'épidémie. Aux États-Unis, Joe Biden a appelé hier à la mobilisation face aux violences dont sont victimes les Américains d'origine asiatique. Nombre d'entre eux vivent désormais dans la peur, a-t-il souligné. Le président américain s'est exprimé depuis Atlanta, une ville endeuillée par le drame de lundi dernier. 6 femmes d'origine asiatique ont été abattues par un tireur isolé. Marc Julmy. La visite du président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris à Atlanta était très attendue après les fusillades dont ont été victimes lundi 6 femmes d'origine asiatique. Plus de 3500 menaces et agressions contre les Américains d'origine asiatique auraient été commises au cours de l'an dernier. Pour le nouveau locataire de la Maison-Blanche, il était temps de prendre la parole. Trop d'Américains d'origine asiatique sont inquiets et au cours de l'année écoulée se sont réveillés chaque matin avec le sentiment que leur sécurité et celle de leurs proches étaient en jeu. Ils ont été attaqués, blâmés, désignés comme boucs émissaires et harcelés. Ils ont été agressés verbalement, physiquement et tués. Une réalité particulièrement cruelle lundi dernier devant ce salon de massage d'Atlanta. L'un des 3 pris pour cible par un tireur isolé qui a abattu 8 personnes, dont 6 jeunes femmes d'origine asiatique. Mais le président a aussi voulu adresser hier un message solennel à toute la nation. Si les lois peuvent améliorer les choses, nous devons surtout changer dans nos cœurs. La haine n'a pas sa place en Amérique. Elle doit cesser. C'est à nous tous, tous ensemble, de la faire cesser. Un message de paix et d'ouverture déjà relayé dans plusieurs villes du pays. Ainsi, hier soir, au cœur de Manhattan, de nombreux New-Yorkais sont sortis dans les rues pour exprimer leur rejet du racisme et leur solidarité avec leurs concitoyens d'origine asiatique. En Islande, un volcan est entré en éruption à une quarantaine de kilomètres de la capitale Reykjavik, provoquant une coulée de lave et illuminant le ciel d'un nuage rouge. Le volcan était inactif depuis 900 ans. Les autorités ont recommandé à la population de ne pas s'approcher des lieux.
La Suisse est le 3e pays le plus heureux du monde et pour la 2e année consécutive. La Finlande arrive en tête de ce classement annuel. Une étude qui a tenu compte du Covid en comparant les données de 2020 aux années passées. Les auteurs ont relevé plus d'émotions négatives dans environ un tiers des pays. Marie-Émilie Cattier. Les Suisses figurent parmi les plus heureux de la planète et plus précisément à la 3e place du classement annuel des pays où il fait bon vivre. Pour la 4e année consécutive, malgré ses hivers peu lumineux et grâce peut-être à son accès inégalé à la nature, la Finlande arrive en tête, puis vient le Danemark. Pour évaluer ce degré de bonheur, le ressenti des habitants de chaque pays est croisé avec des données plus objectives. PIB, libertés individuelles, performance des services publics, niveau de pauvreté de la population par exemple. L'an passé, un nouveau facteur s'est invité, le Covid-19. Une pandémie qui a pesé de manière contrastée sur le moral des habitants des 150 pays évalués. Alors que les auteurs de l'étude ont relevé une fréquence d'émotions négatives supérieure à l'accoutumée dans un tiers des cas, dans le même temps, 22 pays se sont rapprochés du bonheur. Une évolution qui pourrait s'expliquer par une plus grande solidarité et empathie créée par le contexte. Dans le top 10 du classement ne figurent, exception faite de la Nouvelle-Zélande en 9e place, que des pays européens. La place de pays le moins heureux du monde revient à l'Afghanistan. À Delémont, la création d'une zone 30 km/h votée par le conseil de ville fait polémique. Et pour cause, elle est située sur un tronçon qu'empruntent les ambulanciers. Comment intervenir rapidement sans faire d'excès de vitesse ? Eh bien, c'est toute la question. Daniel Bachmann. Un tronçon de 450 mètres qui pourrait passer de 50 à 30 km/h et qui du coup fâche les ambulanciers et les pompiers qui n'ont pas été consultés. Ils font donc opposition. Nos ambulances partent d'ici, sur le site de Delémont ou le site de Porrentruy, et nous avons 3500 interventions urgentes et semi-urgentes qui arrivent ici sur Delémont. Donc ce volume n'est pas négligeable pour nos ambulanciers, également par rapport à l'utilisation de ce tronçon. Ce tronçon est la porte de sortie pour les ambulanciers et les pompiers, notamment pour rejoindre l'autoroute. Problème en intervention, il faut aller vite. Prenons l'exemple d'un ambulancier qui se fait pincer à 70 km/h dans cette zone 30. Le chauffeur risque entre 1 et 4 ans de prison, mais les fautifs peuvent être blanchis. Ils doivent prouver qu'ils étaient en train d'effectuer une course officielle, une course urgente et que les attributs prioritaires ont été enclenchés, la sirène et le feu bleu. Quant aux politiciens à la base de ce projet, ils n'en démordent pas. C'est une belle opportunité d'améliorer la sécurité. Il s'agissait pour nous d'étudier la possibilité ou de mesurer la possibilité d'obtenir de bons résultats en faisant en passant aux 30 km/h. Et par la même occasion, ça nous donnait la possibilité d'augmenter la sécurité des piétons. Comme quoi, à Delémont, on n'a pas fini de parler de cette future zone 30 km/h qui fera office de test pendant 6 mois. En ski alpin, au final de Lenzerheide, Marco Odermatt ne remportera pas le classement du géant cette saison. Il termine 11e aujourd'hui. En revanche, le Français Alexis Pinturault fait coup double. Il gagne la course du jour, mais aussi le grand globe de cristal et le globe de cristal du géant. Le meilleur Suisse aujourd'hui est Gino Caviezel à la 7e place. Chez les femmes, dans la lutte pour le globe de cristal du slalom, l'Autrichienne Katharina Linsberger est en tête de la première manche du slalom. La Slovaque Petra Vlhova est 6e. La meilleure Suissesse est pour l'heure Michel Guizine qui arrive 5e. Et à l'issue d'une réunion en ligne ce samedi, le comité d'organisation olympique de Tokyo 2020 a déclaré que les spectateurs internationaux ne seront pas autorisés à entrer au Japon pendant les Jeux olympiques. Des JO prévus cet été. Les risques sanitaires sont trop importants. Les billets achetés par des résidents étrangers seront donc remboursés. Et tout de suite, place aux meilleurs de couleurs locales. Fabienne Porbianco-Carella et Julien von Rochten sont vos guides cette semaine. Regardez.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver malgré la pluie, mais pour une fois, elle tombe plutôt bien puisque nous allons parler d'eau et d'énergie renouvelable depuis ce vaste chantier du Vengeron aux portes de Genève. Cette station de pompage des services industriels genevois est en cours de construction. Elle constitue le cœur du projet Génilac. Génilac, c'est un vaste réseau thermique destiné à chauffer grâce à l'eau du Léman plusieurs quartiers genevois, dont celui de la Jonction qui y sera bientôt raccordé. Nous allons à Fribourg, dans le quartier d'innovation Blue Factory, l'ancien site de Cardinal, qui s'apprête à se transformer en Sponge City, une ville éponge. Décryptage avec Pascal Cibot et Karine Régidor. Quel est le rapport entre ce réservoir historique d'eau de la brasserie Cardinal à Fribourg et le développement du quartier d'innovation Blue Factory? Plus d'un siècle les sépare, mais les deux sites vont se rejoindre pour un duo gagnant et permettre une parfaite économie circulaire. L'eau de la source d'Épilette sera pompée jusqu'au quartier Blue Factory. On a un volume ici d'à peu près 600 mètres cubes sur 3 réservoirs. On va les voir tout à l'heure. Et c'est la source historique, donc on voit, c'est pas du béton, ça a été taillé à même la roche. Une source qui alimentera le site en eau non potable. Le système que l'on connaît, que l'on a chacun chez soi avec les toilettes à chasse, c'est un système qui est connu, qui est absolument pas durable. Donc on utilise de l'eau potable pour évacuer nos excréments dans les toilettes. Car voici la force d'un quartier qui va se muer comme une ville éponge. Rien ne se perd et tout se transforme dans le souci d'économie. Et un site comme celui-ci d'une capacité de personnes équivalent à 1200 habitants pourrait économiser 50% d'eau potable. Par une récupération ingénieuse, même l'urine humaine sera valorisée. Là, on a un engrais à base d'urine humaine qui est préparé, qui est collecté par le biais de toilettes spéciales qui vont équiper les différents bâtiments ici. Donc ça, c'est une façon de valoriser les eaux usées. L'économie circulaire dans ce quartier qui est très ancré sur le patrimoine, nous avons 5 objets protégés. Donc c'est de pouvoir réutiliser des infrastructures existantes justement pour contribuer à l'objectif net zéro carbone. Minimiser son empreinte carbone et prévoir une économie d'environ 2000 tonnes de CO2 par an sur le site grâce à une combinaison de technologies. On aura de la récupération de chaleur dans l'eau avec des pompes à chaleur. Ces pompes à chaleur récupéreront aussi de la chaleur de la terre avec des sondes géothermiques. On aura pratiquement 200 sondes géothermiques qui seront installées sur le site. On va aussi avoir la récupération finalement de l'énergie du soleil avec des panneaux photovoltaïques sur le toit, mais également en façade, donc avec des nouvelles technologies en façade. À horizon 2040, ce concept thermique et gestion des eaux devrait coûter entre 15 et 20 millions de francs. Bonsoir et bienvenue au bord du lac de Bienne. Nous allons faire appel aujourd'hui à votre imagination. Imaginez que je me trouve au beau milieu d'un tout nouveau quartier résidentiel, les pieds dans l'eau, en lieu et place de ce vaste terrain vague, vestige d'Expo 02. Ce nouveau quartier, les autorités de Bienne et Nidau en rêvent depuis plus de 10 ans. Baptisé Agloelac, il est même en passe de franchir une étape importante cette semaine devant les conseils de ville des 2 communes concernées. Mais les opposants sont de plus en plus nombreux. Nous allons à présent nous intéresser aux adeptes de maisons en paille, des maisons entièrement recyclables. C'est un concept qui séduit de plus en plus. C'est le choix de vie qu'a fait récemment une habitante du Nord vaudois. Anne-Katia Marchon l'a rencontrée. Cuarnan, petit village du Nord vaudois avec ses maisons villageoises traditionnelles et sa maison de paille. Dans ma maison, il y a beaucoup de paille qui est utilisée en forme de bottes. Beaucoup de bois également. À l'extérieur comme à l'intérieur, aucune trace visible de paille, sauf une fenêtre témoin de la construction. On peut voir encore de la paille qui est dans les murs. Et puis on peut également sentir si jamais
il y aurait de la moisissure ou une odeur un petit peu de moisissure, je sais que j'aurais un problème. Mais là, c'est tout sec, c'est tout propre. Un projet de vie pour cet ingénieur de formation qui aura mis 5 ans pour construire la maison de ses rêves. Une construction presque 100% recyclable. Donc on voit encore la paille qui est dans la toiture. Quand on construit une maison standard, je veux dire, avec beaucoup de béton et autres, il y a un problème de recyclage, de réutiliser ce matériel-là. Et si c'est moi qui l'a construit, c'est moi qui est responsable pour les déchets qui vont arriver dans 50 ans ou 200 ans, ou peu importe la durée de vie de cette maison. Donc je voulais construire plutôt avec des matériaux qui sont recyclables, idéalement compostables, donc recyclables par une voie naturelle. Bien entretenues, les maisons de paille ont une durée de vie comparable aux constructions traditionnelles. L'essentiel pour une maison paille, c'est de la protéger contre l'humidité, contre la pluie. Et au moment où ça, c'est respecté, ça peut durer très très longtemps. Donc la maison la plus ancienne en bottes de paille, il me semble, elle date de 1907 ou... Je ne suis pas tout à fait sûre, mais voilà, on parle de plus de 100 ans. Peu connues du grand public, ces constructions respectueuses de l'environnement commencent à séduire. On en recense une trentaine en Suisse romande. Bonjour, très heureux de vous retrouver au Diableret sous la neige. Ils auraient dû être des centaines début mars à s'affronter ici à l'occasion de la 11e édition du Diableret 3D. Un week-end de course d'endurance en montagne. Il a été annulé, mais les organisateurs ont quand même voulu mettre quelque chose sur pied cette année, vous l'imaginez bien. Ils ont créé deux parcours qui reprennent plus ou moins le tracé des courses habituelles et sur lesquels sportifs, amateurs comme professionnels peuvent s'affronter grâce à une application. Peut-être que certains concurrents croiseront un chacal doré, ça vous étonne? Sûrement. Dans l'imaginaire, on les voit plutôt sur les dunes. Et pourtant, ce canidé se fait de plus en plus présent ici en Suisse romande. La faute au réchauffement climatique. On envoyait Jos van Reding sur sa trace. Est-ce qu'il l'a trouvé? Réponse tout de suite. Loups, lynx et ours doivent désormais partager leur terrain de jeu avec une espèce venue du sud-est européen, le chacal doré. Sa présence dans nos contrées a été établie grâce à des pièges photographiques installés par la Fondation Cora. C'est elle qui s'occupe de l'étude des grands prédateurs en Suisse. On fait des campagnes de piégeage photographique et puis on a eu la première détection vraiment par hasard du chacal doré en 2011 dans le nord-est des Alpes. Et puis maintenant, épisodiquement, ça nous arrive aussi de photographier cette espèce lors de nos suivis. Comme il est arrivé de lui-même, le chacal doré en Suisse, il a le statut d'espèce protégée à même titre que le lynx, le loup et l'ours. Originaire de la région comprise entre la Turquie, la Macédoine et les Balkans, le chacal doré est venu conquérir de nouveaux territoires directement ou indirectement grâce à l'homme. Un des facteurs principaux, c'est la diminution forte des populations de loups, qui est l'ennemi principal du chacal doré. Et puis aussi le réchauffement climatique. Le record au niveau du Nord, c'est en Norvège, dans la région de Finnmark. C'était l'année passée, au mois de juillet, qu'un chacal doré a été photographié par des pièges photo. Pour l'heure, seuls des mâles solitaires sont venus dans nos contrées, mais l'expansion du chacal doré est qualifiée de fulgurante, plus rapide encore que celle du loup. Alors, le chacal doré, en fait, on peut le trouver un peu dans n'importe quel type d'habitat. C'est vraiment un opportuniste, mais il va s'installer d'abord souvent à proximité au fait, des plans d'eau, dans les zones humides. Et puis, il aime bien aussi les zones ouvertes, parsemées de bosquets.
Son plus grand rival au chacal doré, c'est le renard. Tous deux se ressemblent. Le visiteur du sud à gauche est un peu plus haut sur pattes, sa queue un peu plus courte. Tous deux sont en concurrence directe pour la nourriture. C'est la proie de prédilection, c'est les petits mammifères. Il y a ensuite aussi les batraciens, les reptiles, les oiseaux qui nichent au sol, les poissons. Il a vraiment un régime alimentaire très varié. Le chacal doré, ce n'est pas considéré comme un grand prédateur comme le loup, le lynx et l'ours. Il se situe à peu près dans la chaîne alimentaire, à peu près juste peut-être un peu plus haut que le renard. L'arrivée du chacal doré ne va donc pas bouleverser les écosystèmes, tout au plus va-t-il marcher quelque peu sur les plates-bandes du renard. Quant à l'homme, il n'a rien à craindre de ce nouveau venu. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Claudia Mélangeois d'I-Savoie. Puis, faut pas croire, je vous retrouve à 19h30. Très bel après-midi à tous. Suivez l'information en continu sur RTS Info.